Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je sais qu'il y a des problèmes avec le RER aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Donc un grand merci à vous. Je m'appelle Mickaëlle Laura-Valec, je suis la directrice de la direction Économie Éveil à IFP Énergie Nouvelle. Et je suis très heureuse donc de vous accueillir pour cette 10e édition des rendez-vous IFPEN de l'innovation. On va parler aujourd'hui de la décarbonation du transport routier. Et donc je souhaite la bienvenue à nos intervenants. Je vous les présenterai dans quelques minutes. Je vous dirai aussi que vous êtes normalement, enfin vous êtes environ 350 à être inscrits aujourd'hui. Donc il y en avait une centaine en présentiel, un peu moins à cause de ce problème de RER, mais ça va se remplir j'imagine, et environ 250 en ligne. Donc tout ceci vous montre sans doute l'intérêt du sujet dont nous allons discuter aujourd'hui. Ça nous promet aussi des échanges évidemment intéressants entre vous et les panélistes. Maintenant, c'est avec grand plaisir donc, que je vais donner la parole à Pierre-Franck Chevet, le président directeur général d'IFPEN, qui va avoir la responsabilité d'introduire ce séminaire. Merci de la charge que vous mettez sur moi. Bienvenue à tous ici et là-bas, à distance. Alors, on n'est pas très nombreux, mais je pense que la qualité est au rendez-vous, globalement. Sur un sujet, alors on n'avait pas prévu tout l'agenda dans lequel nous sommes aujourd'hui. Simplement, derrière mobilité terrestre, il y a un sujet qui est majeur. Alors, j'espère que ça ne va pas, j'allais dire, envahir toutes nos discussions. Le sujet de la clause de revoyure sur les véhicules électriques ou véhicules thermiques, enfin, on le dit comme on veut, comme on a envie de le dire. On est en plein dedans, enfin, on est au bord d'eux. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, si je peux me permettre de dire. Il y a d'autres horizons. Juste dire que c'est un sujet majeur. C'est pour ça qu'on l'a choisi, c'est pour ça sans doute que vous êtes là. Quand on regarde le bilan des émissions de CO2, si on se préoccupe de lutter contre le dérèglement climatique, quand on regarde les émissions de la France, qui sont un peu particulières globalement, le secteur des transports en général est numéro 1, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, y compris européens, où on retrouve l'énergie à côté du secteur des transports. Mais nous, si on a un sujet à traiter dans le domaine de la décarbonation, c'est le secteur des transports. Et une des caractéristiques, alors c'est à peu près 30%, je pense, au niveau français, et c'est le secteur clairement majoritaire. Donc il faut faire quelque chose. Voilà. Donc ça c'est un petit 1. 2, l'autre caractéristique du secteur, et c'est vrai pas qu'en France mais en Europe, c'est globalement quand on regarde la tendance sur la durée, autant beaucoup d'autres secteurs pour des tas de raisons, je ne vais pas épiloguer les ont plutôt baissé en termes d'émissions. Le seul secteur qui a toujours et de manière continue, y compris récemment, plutôt monté, c'est le secteur des transports. Et de manière assez relativement corrélée au développement économique, au développement des échanges internationaux, etc. Tout ça est logique. Donc on est face à un secteur qui est majeur en termes de lutte contre le dérèglement climatique, qui n'a pas cessé d'augmenter en termes d'émissions. Donc une fois qu'on a posé ça, ne pas en parler serait une faute. Donc c'est d'où l'idée de ce rendez-vous, encore une fois qu'on n'avait pas planifié à ce moment-là, très particulier, on va dire. Enfin, je ne sais pas s'il y aura d'autres interventions qui font référence à la situation actuelle, mais c'est pour ça qu'on est là. Alors on l'a ciblé sur terrestre. Alors quand on regarde transport terrestre, dans les 30% que j'évoquais en termes d'émissions, en gros, les 3/4, c'est du terrestre. 50% nos automobiles, enfin, automobiles, peut-être que ça inclut les deux roues, j'ai un faible pour les deux roues, mais globalement, enfin, la mobilité des particuliers, c'est globalement 50%, 25% à peu près pour le reste du transport terrestre, donc je pense au poids lourd, et entre les deux, camionnettes. Alors, je sais pas, c'est pas les bons termes, je parle sous contrôle de Gaëtan, mais enfin, en gros, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, il y a d'autres secteurs dont on n'a pas prévu de parler, mais ce n'est pas interdit d'en parler non plus, évidemment.
qu'on n'a pas prévu de traiter là. Encore une fois, ce n'est pas interdit d'en parler. Maritime, fluvial et aviation. Aviation, on a un cadre qui s'est élaboré au niveau européen, notamment avec des solutions à base de SAF, globalement. Donc là, pour le coup, il y a un cadre, en tout cas, il y a une ligne directrice. À l'inverse, pour le sujet maritime et fluvial, je suis désolé d'empiéter sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, on n'a pas réellement défini de cap. Et ça fait aussi partie des sujets, enfin en tout cas vu d'IFPEN, qui mériteront d'être traités d'une manière ou d'une autre. Et quant au poids lourd, on va en parler là du coup, on va voir ce qu'on a comme idée, les uns et les autres, peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Donc voilà. Mais juste, mon propos, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur et c'est un sujet sur lequel on n'a jamais réussi, historiquement en tout cas, à faire baisser nos émissions. Donc le sujet est central. On ne l'a pas fait exprès, le choix de la date, le choix de ce sujet, mais globalement, on a bien fait. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Franck. Merci bien. Vous aimez la moto, je crois que Gaëtan aime la bagnole. Gaëtan Monnier, donc, qui est le directeur du Centre de résultats mobilité AIFPEN et qui va nous donner également quelques éléments de contexte. Ok. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Alors je me suis fait une anti-sèche parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres toujours dans les contextes. Et donc on en a parlé de la partie 2035 pour l'automobile avec le zéro émission, mais on a une étape intermédiaire déjà en 2030 avec une réduction à 55% pour les véhicules particuliers et 50% pour les véhicules utilitaires légers dans le domaine de la réduction du CO2 par rapport à 2021. Donc il y a cette étape-là qui est quand même dans 6 ans, donc qui est déjà rapide. Pour les camions, là, c'est du moins 45% en 2030, moins 65% en 2035 et moins 90% en 2040. Donc, par rapport à ça, à une référence 2019. Alors là, on aime bien aussi 2019, 2021, quand c'est pas d'autres références encore. Donc, pour se perdre, c'est assez simple. Alors, il y a des voies différentes qui sont déjà prises dans différents pays. On peut citer la Norvège qui annonce la fin du moteur thermique pour 2025, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Danemark, la Slovénie, l'Irlande pour 2030, ou encore l'Écosse pour 2032, donc qui anticiperait la vision 2035, sous réserve que politiquement, effectivement, il n'y ait pas de changement. Finalement, les entreprises aussi, un certain nombre, alors on va laisser après, mais un certain nombre d'entreprises annoncent du tout électrique dans le domaine automobile pour des horizons 2025, 2030, voire 2040 pour certains qui ont dépassé et qui sont dans une vision plutôt internationale. Alors, si on prend le transport routier finalement et le transport de marchandises, les engins de chantier, on est avec des premières offres qui existent dans le domaine électrique, mais force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas encore une invasion dans le domaine de l'électrification pour des questions, je pense que mes collègues y reviendront, de densité énergétique, d'usage en particulier. Et donc le transport routier a des particularités. On commence aussi à parler de carburants ou de véhicules zéro émission, mais qui ne seraient pas électriques, avec donc des carburants décarbonés, avec des normes qui seraient autour des 3 grammes de CO2 par tonne kilomètre transporté ou des 1 gramme de CO2 par kilowattheure. Et donc on voit qu'on a aussi des options qui sont hors électrique et d'usage de carburants décarbonés. Après, si je reviens aux véhicules particuliers, finalement, l'offre s'est vraiment développée puisque dès 2023, en Europe, on avait un véhicule sur 6 quand même qui était vendu, qui était électrique. Donc ça devient non négligeable. On a fait au moins une étape non négligeable. Quand on dit que généralement, le marché de masse, c'est à peu près 3%, là, on est largement au-dessus. Mais cependant, ce qui est vendu aujourd'hui, si on regarde les statistiques de vente, c'est des SUV, avec en plus grosse proportion que les véhicules thermiques. Donc on a démarré par le haut, donc il y a peut-être une asymptote sur ce type de véhicule-là. Ils ne se vendent pas du tout de petits véhicules. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'offre, tout simplement. Des segments A, ça disparaît. Les segments B commencent à peine à arriver. Et puis, il y a d'autres phénomènes, c'est que en 2023, un tiers des voitures neuves vendues en France provenaient d'Asie.
Et seulement 10% étaient produites en France. Donc dans les véhicules neufs vendus électriques, hein, c'était que 10% produits en France, ce qui était vendu. Donc d'où l'arrivée là des droits de douane additionnels. Vous en avez entendu parler. On est dans l'actualité, hein, donc d'essayer de taxer un certain nombre de donc jusqu'à des taxes. On passerait de 10% avec un 38% en plus pour certains, donc 48% au total, ou sinon pour les autres du 21% plus les 10, donc 31% de frais de douane. Donc il reste du chemin à faire, hein, donc pour rendre l'électrification en plus des véhicules pertinentes, avec finalement des tailles de véhicules qui sont plutôt XL aujourd'hui, hein, des autonomies pour les poids lourds qui sont pas forcément là, un réseau de charge qui se met en place, des prix, voilà. Et en plus, la clause de revoyure qui reste au-dessus pour 2026. Voilà, donc j'ai planté le décor. Merci beaucoup Gaëtan, je crois que c'était assez clair. Et donc, nous allons poursuivre et pour discuter des évolutions en cours et à venir, on a rassemblé un panel d'experts donc qui ont tous des spécialités différentes, ce qui va nous permettre d'avoir des perspectives aussi un peu différentes sur le sujet. Du coup, nous allons parler véhicules légers, poids lourds, vecteurs énergétiques. Et je vais vous présenter donc à présent nos 4 intervenants. Donc vous voyez, ils sont déjà classés dans l'ordre d'intervention, ce qui va me faciliter la tâche. Nous avons donc d'abord Philippe Schulz, directeur des partenariats technologiques Amont chez Ampère. Ensuite, Marc Lejeune, directeur Business Intelligence chez Renault Trucks. Mathieu Soulas, directeur Nouvelle Mobilité chez Total Energy. Et pour finir, nous aurons Antonio Pires da Cruz, qui est responsable de programme pour le centre de résultats produits énergétiques à IFP-EN. Alors, grâce à leurs interventions, donc on va pouvoir avoir ce panorama du transport routier, en France plus particulièrement, mais également en Europe, je dirais. Donc merci à vous d'avoir accepté de venir et d'intervenir aujourd'hui pour partager avec nous votre expertise. Je voulais vous rappeler aussi un peu le format rapidement. Donc jusqu'à 10 heures, nos intervenants vont discuter l'un après l'autre. Ils vont avoir une dizaine de minutes chacun pour intervenir. À partir de 10 heures, on va passer à la phase donc questions-réponses. Et là, chacun d'entre vous peut intervenir, que ce soit dans la salle, mais également en ligne. Alors pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à utiliser le chat, vous donnez votre question et si possible, vous précisez aussi le nom de la personne à qui s'adresse la question. Sans plus attendre, donc je vais donner la parole à Philippe Schulz, qui va nous parler des véhicules légers et puis des évolutions qu'il voit dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci à IFP-EN pour cette invitation. Donc je vais essayer d'être synthétique là, en une dizaine de minutes. Alors d'abord, j'ai été présenté, merci donc comme étant effectivement représentant d'Ampère. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qu'est Ampère. Ampère, c'est la business unit de Renault dédiée aux véhicules électriques. Alors je vais évidemment parce que au niveau du groupe Renault, on adore la neutralité technologique. Hein, c'est vraiment un élément important qu'on perd parfois un peu de vue. Donc la neutralité technologique étant fondamentale, je ne vais pas plaider uniquement pour le véhicule électrique. Simplement, je voudrais commencer mon intervention en disant finalement Ampère, la mise en place d'Ampère traduit concrètement une véritable révolution industrielle, technologique et en termes de produits que vit l'industrie automobile. On n'a jamais vécu ça dans notre histoire. Nos prédécesseurs, il y a un peu plus de 100 ans, ont inventé le moteur à explosion et nous devons gérer l'explosion du moteur. C'est quand même ça qui est en train de se passer finalement avec la disparition progressive annoncée du moteur thermique. Donc, est-ce que c'est crédible ou pas? C'est pas le débat. On a aujourd'hui un objectif réglementaire qui est fixé, qui pourrait être revu. Mais ça, on verra bien à l'avenir. Mais en tout cas, on a une ligne directrice qui est tracée et qui est celle de l'électrification. Je parle de l'électrification plus que de l'électrique, hein, et j'essaierai d'y revenir peut-être dans mon propos. Alors d'abord, pourquoi on fait ça? Pourquoi et comment établir cette révolution? Je pense qu'il y a 3 axes que l'on doit avoir en tête. On le fait d'abord pour essayer de répondre à des enjeux de soutenabilité sociétale, de soutenabilité environnementale, la réduction des émissions, la réduction des externalités environnementales au global. Et ça, c'est notre enjeu majeur et ça doit être une ligne directrice pour tous, consommateurs, constructeurs, États. La soutenabilité, la souveraineté.
Gaëtan l'a mentionné dans son propos liminaire en disant qu'effectivement, nous n'avions aujourd'hui en France que 10% de la production automobile du VE localisée. Eh bien, en fait, cette souveraineté à la fois dans la production des véhicules, mais aussi dans l'intégration de la chaîne de valeur à travers les matières premières, les composants, doit se faire au niveau européen. C'est l'engagement aujourd'hui pris par le groupe Renault à travers Ampère dont le siège est en France, dont le centre de R&D est en France, dont les principales usines sont localisées en France. Cléon, qui est notre seule usine de production de moteurs électriques depuis plus de 10 ans, avec une technologie totalement innovante, indépendante des terres rares, développée et introduite avec Zoé à l'époque. La souveraineté donc aussi industrielle avec le site de production de véhicules électriques, notamment dans le nord de la France, qu'on appelle le pôle Electricity, avec Douai, Maubeuge, qui vont produire toute la gamme des véhicules électriques de Renault, une grande partie de la gamme. En particulier, on a commencé avec Mégane, Scénic, et j'espère que vous attendiez tous avec impatience la sortie de la Renault 5 et puis de la 4L. Donc, il va y avoir toute une gamme de véhicules électriques qui va être construit en Europe. C'est regagner la souveraineté industrielle et dans la production. Et puis, après la soutenabilité, la souveraineté, il y a un troisième sou. C'est le sou du portefeuille ou le sou qu'on met sur la table. Et ça, évidemment, c'est un enjeu majeur. L'industrie automobile, depuis 5 ans, a investi près de 270 milliards d'euros dans l'électrification. 270 milliards d'euros dans l'électrification. Effectivement, sous la dynamique de la demande engendrée donc à la fois par les États et par les consommateurs, les États par les réglementations et par les objectifs qui sont fixés, et par les consommateurs à travers une attente sociétale pour répondre à l'objectif de soutenabilité. Donc le premier point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est de dire attention, on a monté les marches de l'escalier, il ne faudrait pas tomber un peu brutalement en redescendant. Donc il faut absolument essayer de garder un cap. Et ce cap sur l'électrification doit être conservé. On a fait des investissements majeurs. On se prépare depuis plusieurs années. Toutes nos gammes aujourd'hui de véhicules qui vont sortir à l'horizon 2027, 28, 29 sont déjà gravées dans le marbre. Donc il y a une dynamique. Cette dynamique, il faut qu'on la poursuive. Et il faut qu'on la poursuive pour mieux répondre aux attentes des clients et des consommateurs. Et ça, c'est le point essentiel. Je pense que ça a été dit tout à l'heure. La plupart des constructeurs automobiles ont commencé par des véhicules haut de gamme, le segment supérieur. Alors je voudrais quand même rappeler que Renault, justement, quand nous avons débuté le véhicule électrique, on a commencé avec des véhicules de segment B. Zoé, typiquement, était un véhicule de segment B, le segment le plus commun, le segment de la Clio, justement pour essayer de démocratiser dès le départ le véhicule électrique. Ça a eu du mal quand même à démarrer, même si Zoé était un très beau succès, mais on a voulu enclencher la mécanique par la massification du véhicule électrique dès le départ. La Spring, de Dacia, qui a été commercialisée, a été aussi un très beau succès commercial parce que justement c'était un véhicule abordable, mais un véhicule produit et développé et produit en Chine. Donc il faut réussir la nouvelle marche, celle qu'on s'apprête à gravir. Et quand je parle de nous, c'est nous, groupe Renault, Ampère, mais c'est aussi bien sûr les autres constructeurs automobiles. C'est introduire de plus en plus de véhicules des segments les plus populaires. Il faut gagner la bataille du client. Et pour gagner la bataille du client, on ne pourra pas se contenter des early adopters, de ceux qui étaient déjà convaincus en achetant un véhicule électrique. Aujourd'hui, on plafonne à peu près 18% de pénétration de part de marché sur le véhicule électrique. Si on veut atteindre un jour le 100% sans que ça soit une obligation pour le client final, il faut absolument passer le cap des 50% à l'horizon 2030 en véhicule électrique. Il faut passer ce cap. On en a besoin aussi parce que de toute façon, nous, constructeurs automobiles, on n'a pas le choix. On a des réglementations sur les émissions de CO2, ce qui s'appelle les réglementations café, qu'on ne peut pas tenir si on n'a pas un mix significatif de véhicules électriques à l'horizon 2030. Donc il faut y arriver. Pour y arriver, comment fait-on ? Il faut avoir une révolution technologique. Il faut avoir une révolution technologique parce que de toute façon, le cœur, ce qui fait quand même, et vous le savez tous, l'écart de coût entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, c'est essentiellement la batterie aujourd'hui. C'est essentiellement la batterie. Donc, il faut réduire ce coût. Ça, on va y arriver. Donc, on a
une feuille de route pour réduire les coûts des batteries, qui passe à la fois par l'optimisation du système global avec la gestion thermique, avec finalement l'intégration de l'énergie dans le véhicule, où on ne raisonne pas simplement en mettant des boîtes de chaussures dans des boîtes plus grosses et encore des boîtes dans un véhicule, mais en essayant d'intégrer de plus en plus l'énergie directement dans le châssis du véhicule, et puis bien sûr à travers la révolution des chimies. Finalement, il y a 25 ans, Renault avait introduit des véhicules électriques, c'était des batteries nickel-cadmium. À l'époque, le lithium-ion n'existait pas. Une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Regardez la révolution qui a été faite sur le lithium-ion depuis ces 10 dernières années. C'est considérable. Si je prends l'exemple de Zoé, on n'a pas changé le véhicule en 10 ans. On a fait 3 générations de véhicules électriques. Dans le même espace, on est passé de 22 kWh d'énergie embarquée à 51 kWh pour la dernière génération de Zoé. Dans le même volume alloué. Ce qui prouve qu'on a gagné en capacité, en densité d'énergie, à la fois au niveau de la chimie et en intégration physique. Cette révolution-là, il faut la continuer. Il faut continuer la révolution de l'électronique de puissance et du moteur électrique. J'ai mentionné tout à l'heure effectivement qu'on avait développé une technologie de moteur électrique innovant. On est les seuls au monde à l'introduire. BMW le fait depuis un peu plus récemment. Et je pense qu'il faut continuer ces révolutions. On a des atouts. La France, l'ingénierie, l'Europe a des atouts technologiques et en termes d'innovation pour aboutir à de nouveaux assets industriels qui remplaceront le moteur progressivement le moteur thermique. Après, il faut accompagner cette dynamique. Il faut aussi être modeste et humble. Effectivement, il y aura peut-être une clause de revoyure ou pas, on verra. Le moteur thermique n'est pas mort. D'ailleurs, je réfute complètement le terme d'ice ban en 2035. C'est pas un ice ban, c'est zéro émission. C'est zéro émission l'objectif. Si on peut obtenir un zéro émission à travers d'autres solutions technologiques, pourquoi pas? Je crois qu'Yves Penn montrera un moteur thermique à hydrogène à la conférence de la SIA à Lille. Il peut y avoir d'autres voies. Il peut y avoir la pile à combustible, il peut y avoir d'autres voies. Et je pense qu'en fait, revenons à la raison avec des analyses holistiques sur le bénéfice-coût environnemental, sociétal, technologique pour effectuer une évaluation propre des technologies qui seront nécessaires pour répondre aux enjeux de la France et de l'Europe à l'horizon 2035. Voilà peut-être pour cette introduction. Merci beaucoup. C'était très éclairant, effectivement. Beaucoup d'éléments. Nous allons passer la parole à Marc Lejeune qui va nous donner la vision du constructeur de poids lourds. Un autre éclairage encore. Merci Michael et bonjour à tous. Donc côté camion, on fait cette analyse holistique de toutes les solutions possibles pour décarboner le fret. Donc ça a été précisé au début de cette table ronde. On représente à peu près un tiers du carburant. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ça représente un tiers du carburant des VUL et des voitures. Donc on est 3 fois plus petit, mais ça compte quand même. Pour décarboner, on a l'électrique à batterie, l'hydrogène et les bioénergies, donc biodiesel, biométhane. Donc si on les prend un par un, donc l'électrique à batterie, c'est de loin la solution qui a la meilleure efficacité énergétique. Et donc pour cette raison, c'est aussi à moyen terme la solution qui va être le moins chère et qui a l'empreinte carbone la plus favorable. Et donc c'est la raison pour laquelle la plupart des constructeurs placent l'électrique à batterie de camion, placent l'électrique à batterie au centre de leur stratégie de décarbonation. Après il y a les à côté, il n'y a pas de NOx locaux, il n'y a pas de bruit, donc il y a d'autres avantages. On voit 4 obstacles ou difficultés pour implémenter l'électrique à batterie sur les camions qui nous paraissent toutes gérables chez Renault Trucks à court et moyen terme. La première difficulté, c'est la chimie des batteries, les minéraux des batteries. Je pense que maintenant, il y a un relatif consensus sur le fait qu'il y a assez de minéraux dans l'écorce terrestre pour que la mobilité électrique et l'électrification de la société ait lieu d'ici 2050, comme les scénarios de l'IEA le prévoient. La question, elle est plus sur la rapidité de l'investissement minier et son impact environnemental. Donc, c'est des points de vigilance sur lesquels on est assez indirect, mais qu'on regarde quand même précisément. Mais je ne pense pas que ça sera bloquant. Et après, oui, la chimie batterie, ça va intervenir. Il y a certes les batteries au nickel et les batteries au fer aujourd'hui, mais il y aura peut-être demain des batteries au sodium ou au magnésium ou que sais-je, d'autres chimies. Donc l'avenir des batteries est vaste et je ne pense pas que les minéraux des batteries seront un point bloquant.
La deuxième difficulté, c'est le réseau électrique. Alors, ça paraît, quand je le dis en France, ça paraît un peu bizarre, parce qu'on a la chance en France d'avoir Enedis et RTE qui fonctionnent très bien, et c'est très centralisé et très efficace. Il y a d'autres pays d'Europe où c'est plus compliqué, en Allemagne, aux Pays-Bas, en UK, où l'accès au réseau électrique pour nos clients, les transporteurs, peut prendre plus de temps et être plus compliqué à mettre en place. Mais une fois de plus, c'est une difficulté momentanée. Installer un réseau électrique, des lignes haute tension, moyenne tension et basse tension, on le fait depuis très longtemps. Donc ça va se faire, c'est juste une question de temps, mais ça pourrait être, dans certains poches en Europe, un facteur limitant de la rapidité de déploiement d'électromobilité pour les camions. Après, la troisième difficulté, elle est opérationnelle pour nos clients, les transporteurs. Donc là, je parle de rayon d'action, de charge utile et de temps de recharge. Donc là, c'est vrai que de passer du diesel, avec lequel ils travaillent depuis 50, depuis presque toujours maintenant dans le camion, à l'électrique, ça remet en cause pas mal d'habitudes et ça les oblige à repenser leur schéma logistique. Donc sachant qu'ils sont dans un environnement très contraint en termes économiques, ils n'ont que quelques points de marge, c'est une perturbante qui est difficile à accepter au départ. Mais quand on regarde fondamentalement les choses, avec les batteries, alors aujourd'hui, Gaëtan, tu disais que la densité d'énergie des batteries n'était pas tout à fait suffisante. Dans les produits que Renault Trucks commercialise aujourd'hui, on couvre pratiquement tous les usages de la ville. On a 370 kWh de batterie sur nos camions de ville, ça couvre pratiquement tout, soit en recharge de nuit, soit avec un petit biberonnage dans la journée. Pour la partie chantier, on couvre à peu près la moitié des usages aujourd'hui avec notre C électrique. Et pour la partie route, en fait, on commence effectivement. On a un camion qui a 200 à 300 km d'autonomie qu'on commence à fabriquer à Bourg-en-Bresse. Mais c'est un début et on va arriver avec d'autres modèles derrière qui auront 500 km d'autonomie, donc à peu près 800 kWh de batterie, et qui, grâce à la recharge rapide par les méga-chargeurs, donc où on peut recharger à peu près 500 km en 45 minutes à 800 kW, couvriront à peu près l'ensemble des besoins des camions routiers. Donc ces contraintes opérationnelles, elles existent, il faut les gérer. C'est un effort, mais c'est gérable. Et puis la dernière difficulté sur l'électrique, c'est le cash flow, parce qu'il faut payer tout de suite le camion électrique qui est 2 à 3 fois plus cher, et il faut payer l'infra de recharge qui représente, ça revient en fait à acheter l'énergie un peu en avance quand on se paye l'infra de recharge. Et donc il y a un problème de financement sur lequel on travaille à travers nos filiales financières et aussi à travers une augmentation de la part de location des camions par rapport à l'achat. Donc voilà pour l'électrique à batterie. Je pense que ça va aller dans la plupart, ça va correspondre à l'énergie optimum pour la plupart des applications. Après, il y aura des cas où il n'y a pas de réseau, où vraiment le camion s'arrête jamais, il n'a pas le temps de recharger, où il faut qu'il embarque il y a des cas où ça ne va pas marcher. Et dans ce cas-là, on va garder, à la différence de ce qui a été décidé sur le CO2 pour la voiture, nous on va garder des moteurs thermiques, soit d'hydrogène, donc ça peut être aussi de la pile en hydrogène, soit biométhane ou biodiesel. Donc sur l'hydrogène, déjà vous savez que l'hydrogène vert et bleu, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, et quand on regarde de plus en plus les médias, on s'aperçoit que d'ici 2030, il n'y en aura quand même pas énormément. Donc l'hydrogène, c'est plutôt pour la prochaine décennie. On sait aussi qu'il va aller majoritairement vers l'industrie, où il est nécessaire, où il n'y a parfois pas d'alternative. Donc on sait qu'on ne sera pas forcément, nous, dans le camion, prioritaire pour l'avoir. Quand il y aura cet hydrogène, on développe 2 technologies, donc le moteur thermique et la pile à combustible avec une chaîne de traction électrique pour l'utiliser. Dans les 2 cas, il y a le problème du rendement. C'est-à-dire qu'il faut 3 fois plus d'électricité avec de l'hydrogène vert par kilomètre par rapport à un camion électrique à batterie. Donc c'est très énergivore, l'hydrogène. Et la conséquence de ce mauvais rendement énergétique, c'est une empreinte carbone moins bonne et surtout un coût plus élevé. Donc dans toutes nos projections, l'hydrogène coûte plus cher que l'électrique à batterie. Après, il a des facilités opérationnelles que n'a pas l'électrique à batterie, c'est-à-dire qu'il permet d'avitailler plus vite. Mais bon, finalement, on va faire le plein d'hydrogène en 20 minutes par rapport à un méga chargeur où on mettra 40 minutes. Est-ce que ça vaut le surcoût que ça va coûter? Il permettra aussi d'emporter plus d'énergie. On aura 800, 1000 km d'autonomie au lieu de 500. Donc il y aura des avantages. Il faudra voir si ça vaut le surcoût que ça va peser. Donc la taille du marché hydrogène pour le camion, c'est l'objet d'un débat. Il y a certaines personnes qui pensent que ça sera des niches et d'autres qui pensent que ça sera plus étendu. Donc pour l'instant, c'est pas écrit.
On pense aussi que l'hydrogène, pour certaines industries, parce que les camions, ils font du transport amont et aval des usines. Donc pour la sidérurgie, le ciment, les engrais, ils auront de l'hydrogène probablement disponible. Est-ce qu'ils choisiront d'avitailler leurs camions en hydrogène ou est-ce que ils préféreront l'électrique à batterie qui sera moins cher? Donc là aussi, il y aura peut-être un phénomène de niche sur certaines industries. Ensuite, il y a les bioénergies, donc le biométhane. Donc on laisse de côté le gaz naturel qui ne décarbone pas. On va aller vers du biométhane. Et donc là, c'est pareil, on est limité sur la quantité. Même si il y a des plans très ambitieux en France et en Europe pour augmenter la production de biométhane. Nous, on pense que ça va aller majoritairement là où c'est déjà aujourd'hui, c'est-à-dire la production d'électricité, pour avoir du pilotable face à l'éolien et au solaire, et que ça va aller aussi un peu sur le maritime, puisque le bio-LNG sera une des solutions possibles pour décarboner le maritime. Pour le camion, ça, hors subvention, ça revient quand même beaucoup plus cher que l'électrique à batterie. Donc nous, on pense que ça va être un marché très très restreint et que ça sera une solution d'appoint dans certains cas où on ne sait pas faire d'électrique à batterie. Et puis après, il y a le diesel, donc le biodiesel, dont la production devrait... donc sous toutes ses formes, FEM, HVO, Fischer-Tropsch, ça devrait à peu près doubler dans les 30 ans qui viennent. Mais en fait, quand on compile des besoins du maritime et de l'aviation, on voit que c'est vers ça que ça va aller, parce que eux, ils n'ont pas le choix. Enfin, c'est l'énergie la moins chère pour décarboner pour eux. Alors pour le camion, ça va être une énergie qui va devenir plus chère. Et notamment, il est possible que les prix du biodiesel soient poussés vers le haut par l'aviation, qui aura le choix entre du biodiesel et du e-diesel, le e-diesel étant le plus cher des e-carburants. Et donc oui, je vais terminer en parlant du e-diesel justement, qui est aussi une possibilité pour le camion, sur laquelle on ne mise pas côté Renault Trucks parce qu'on pense que ça va être très cher. Donc c'est assez bien documenté, hein, le prix du e-diesel à horizon 2040-2050. Il faut faire de l'hydrogène, il faut capturer du CO2 dans l'atmosphère. Quand on compile tout ça, vous arrivez à un carburant à quelque chose comme 2 euros au litre s'il est importé du Moyen-Orient. Et ça ne va pas du tout être compétitif par rapport à un camion électrique qui utiliserait de l'électricité renouvelable européenne. Donc on ne voit pas trop le business case pour le e-diesel. On suit ce qui se passe dans l'automobile, hein, les débats, mais côté camion, on ne mise pas trop sur le e-diesel pour l'instant. Voilà pour ce tour d'horizon. Merci beaucoup Marc. Vous nous avez parlé donc de carburant, d'infrastructure. Donc on va peut-être passer maintenant à la thématique liée au vecteur énergétique. Et je me tourne donc vers Mathieu Soulas qui va nous en dire un peu plus. Oui, merci. Alors, en fait, mon sujet, c'était vecteur énergétique et je crois que Marc en a déjà beaucoup parlé puisqu'il les a à peu près tous décrits, toutes les différentes énergies, au moins pour le poids lourd. Du coup, je vais vous parler d'autres choses. Peut-être un peu plus opérationnel. Hein. Donc, Total Energy, on est distributeur d'énergie depuis très longtemps, des produits à partir du pétrole et du gaz, et puis plus récemment, enfin depuis une vingtaine d'années, du biofuel, que ce soit du biogaz ou des biocarburants. La vraie révolution, on en a parlé. Alors il y a deux sujets séparés, hein, le VL et le PL, et dans la distribution d'énergie, c'est quand même deux approches qui vont être assez différentes. Sur le VL, on va sortir d'un monde où 100% des clients allaient dans une station-service où il y avait des cuves enterrées en général, et puis pas beaucoup de choix de carburant, de l'essence et du diesel. Parfois, cette station est privée sur le terrain d'un transporteur. En général, elle est publique, c'est celle où vous avez l'habitude d'aller. On va passer dans un monde où, notamment pour l'électrique, hein, le VL, où la recharge va se faire dans plein d'endroits, et en fait tous les endroits où on a l'habitude d'arrêter notre véhicule. Donc on distingue du 100% de charge publique pour un véhicule léger, on va passer, on estime, à environ 70% de charge privée. Donc la charge privée, c'est la charge sur une borne où, en gros, les autres ne peuvent pas aller. Donc soit c'est chez vous, copropriété ou maison individuelle, soit c'est sur votre lieu de travail ou le parking plus ou moins privatisé sur lequel qui est en dessous de votre lieu de travail. Voilà, donc en gros 70% de recharge publique, de charge privée, pardon, c'est énorme. Et puis tous les sites qu'on voit sur le bord des routes, c'est la recharge publique, hein, environ 30%. On estime que c'est environ 30% de la recharge future qui se divise en trois sous-segments. L'urbain, essentiellement à partir de concessions publiques.
typiquement la concession Bélib à Paris, alors, qui est opérée par Total Energy, mais voilà, toutes les grandes villes ont lancé des concessions publiques pour équiper les trottoirs avec des points de recharge. Le jalonnement ou la grande distance, souvent les stations-service d'aujourd'hui, notamment le long des autoroutes, qui sont équipées de hubs de recharge rapide. Là, l'objectif, c'est de faire perdre le moins de temps au véhicule ou d'occuper uniquement son temps de pause. Vous faites tous une pause toutes les 2 heures pour éviter la fatigue. Donc voilà, toutes les 2 heures, une pause de 20 minutes, un café chez Total Energy, temps d'aller aux toilettes. Voilà. Avec une borne de recharge rapide à 300 ou 400 kW, faites le plein pour faire 2 heures de plus. Et puis entre les deux, il y a ce qui est l'interurbain, qui va être un mix de parking de grandes surfaces équipées ou tout ce qui est en périphérie des grandes villes. Voilà. Et donc, tout l'enjeu de la distribution d'énergie, c'est de savoir où se positionner sur chacun de ces 2 segments en privé et 3 segments en charge publique. Avec évidemment des technologies différentes, puisque la technologie va dépendre du temps que vous allez consacrer à la recharge de votre véhicule. Si vous passez la nuit chez vous, il n'y a pas beaucoup besoin de puissance pour charger une batterie, même si elle fait 50 kWh ou un peu plus. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous avez encore une grande route à faire, vous avez besoin de puissance. Voilà. Donc, c'est des technologies qui ne sont pas hyper rocket science, c'est de l'électronique, un peu de modules de conversion de puissance, mais on n'est pas très contraint par le volume ou le poids d'emport, donc ça peut être un peu trop gros. Voilà. Le vrai sujet, c'est de l'électronique, beaucoup, c'est connecté. Et donc et c'est à l'usage de tout le monde. Voilà, des moins aptes, ou moins formés à l'utilisation d'informatique. Et donc on a des vrais enjeux autour de la fiabilité. Les premières bornes sur les autoroutes ne marchaient pas très bien. Voilà. Il y a un sujet de maintenance, il y a fiabilité, il y a sécurité. Tout le monde passe autour d'une borne qui est 400 kW de puissance. Il faut pas pouvoir mettre les doigts dans la prise, donc il y a des vrais enjeux de sécurité. Et puis il y a des vrais enjeux de cybersécurité, c'est-à-dire que toutes ces bornes sont connectées, sont pilotées par des plateformes qui sont loin, et donc on a tous les jours des vrais enjeux de cybersécurité, quelque chose qu'on n'avait pas trop avec les stations-service. Et on le voit bien, il faut adresser tous ces différents sujets. Il y a un deuxième enjeu qui est celui du parcours client. Si vous avez essayé un véhicule électrique ou si vous conduisez tous les jours avec un véhicule électrique, il y a un certain temps de formation. Et puis, il faut plusieurs cartes parce que souvent, les cartes ne marchent pas sur toutes les bornes, même si l'Europe a imposé un système d'interopérabilité, c'est-à-dire que théoriquement, toutes les bornes sont ouvertes à peu près tous les utilisateurs. Et puis, il y a un vrai sujet d'économie. On l'a dit aujourd'hui, le véhicule électrique coûte un peu plus cher. Sur l'électricité, avec des infrastructures qui aujourd'hui ont été installées typiquement le long des autoroutes en France, mais qui ont des taux d'utilisation qui sont très faibles. On est en quelques pourcents. Alors un peu plus le dimanche soir quand tout le monde rentre de week-end, mais on a investi lourdement sur des sites avec des taux d'usage qui sont très faibles. Voilà, ces enjeux, évidemment, il faut... alors il y a beaucoup d'investissements, on a donné quelques chiffres globaux pour l'industrie, mais sur l'industrie de l'infrastructure de recharge, il y a aussi on est en milliards, ou centaines de millions pour un pays, mais sinon au niveau de l'Europe, on est en milliards d'euros d'investis. Et il y a plutôt une grande concurrence, c'est-à-dire que les premiers investissements ou les investissements qui ont le moins d'usage ont été subventionnés. Typiquement, l'équipement des stations-service en France a été subventionné à la sortie du Covid, des plans de relance, avec une subvention entre 30 et 40% des investissements. Aujourd'hui, on est à peu près à zéro. Et il y a une très grande concurrence qui se développe, puisque en fait, de loin, ça paraît pas très compliqué. Donc tout le monde a envie de faire ce métier. Évidemment, les sociétés un peu traditionnelles de distribution d'énergie dans les stations-service se disent, on a des réseaux, on va les hybrider ou on va les électrifier. Les électriciens de toujours se disent, c'est vendre de l'énergie à des clients, c'est notre métier, on va le faire. Et puis comme il y a le mot infrastructure de recharge, un grand nombre de fonds d'investissement qui se disent de l'infrastructure, c'est des rentabilités à long terme. On investit dans des pure players et on en a un certain nombre de très bons exemples en France qui se développent vite, notamment sur la recharge rapide. Ça, c'est voilà. Donc, challenge du déploiement aussi, des échelles très différentes entre des grandes concessions publiques.
On vient de remporter aux Pays-Bas des concessions qui sont entre 5000 et 6000 bornes hein, pour des villes ou des métropoles urbaines. Voilà, donc c'est presque de la commodité, c'est de la recharge en courant alternatif, donc le hardware est assez simple. Et au contraire, voilà, des complexités très différentes quand il faut installer un hub de recharge on a 24 points de charge rapide à Ris-sur-Forge sur le retour de Paris. C'est au milieu de la campagne. Il n'y a évidemment pas la ligne à haute tension qui passe juste à côté. Donc on a des vrais enjeux de connexion au réseau et d'appel de puissance. Voilà, ça c'est en gros le VL, Total Energy. On essaie de couvrir en fait les différents segments. Vous ne nous voyez peut-être pas toujours, mais voilà, on a notamment en France une ambition d'adresser les différents segments de l'infrastructure VL. On est aussi on est en Europe de l'Ouest, un peu sur 6 pays, voilà, en gros toute l'Europe de l'Ouest, et puis on a une JV en Chine, qui, à l'instar des constructeurs, est très intéressante parce que la Chine a quand même quelques années d'avance sur nous, évidemment aussi sur l'infrastructure de recharge, et se rendre compte de comment ça évolue. Donc on a une joint venture avec une société qui fait du renouvelable, hein, Trois Gorges, autour de la ville de Wuhan. Voilà, on se rend compte de ce que c'est qu'avoir déjà 30% ou plus de 30% des immatriculations qui sont en électrique, quasiment tous les véhicules professionnels, hein, taxi et VTC. Voilà. Et donc on est déjà dans un monde qui nous permet d'apprendre ce que c'est que d'entrer dans un marché mature autour de la mobilité électrique. Voilà. Sur le PL, je vais aller assez vite parce qu'en fait on en a un peu parlé ou beaucoup parlé sur les véhicules énergétiques pour le poids lourd. Il y a le choix. Aujourd'hui, c'est le bio et le biogaz hein, qui ont démarré avant les autres, qui permettent d'entrer dans des villes avec des émissions qui sont relativement faibles ou très faibles. On a tous les enjeux qui ont été cités juste avant, un enjeu d'efficacité énergétique, mais aussi un enjeu de coût. Hein. Aujourd'hui, c'est probablement le vrai sujet. Autant sur le VL, le système de lancer le marché ont été bien instaurés. Hein. Donc il y avait des subventions sur l'infrastructure, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des subventions sur le véhicule qui sont généralisées. Tout le monde, s'il achète un véhicule, a le droit à, suivant les pays, 4, 5 000 ou 6 ou 7 000 euros d'aide. Ça va baisser, mais si ça s'arrête trop vite, et on le voit en Allemagne, voilà. Sur le poids lourd, cette structuration de l'aide, elle est pas faite ou elle est peu faite. Donc on a en France un système de guichet unique avec des appels à projets. Donc en fait uniquement les gros transporteurs arrivent à formuler des offres pour obtenir des subventions. C'est pas très facile pour généraliser le développement du marché. Et c'est un peu pareil pour l'infrastructure. Il n'y a pas de subvention spécifique à l'infrastructure. Ce qui fait que si vous voulez investir pour faire du jalonnement suivant des autoroutes, comme il n'y aura pas de clients pendant encore un petit moment, c'est hyper compliqué de pouvoir lancer des investissements significatif. Ce besoin de législatif, hein, on le retrouve à peu près partout, et il devrait être aidé à faire les cas d'usage les plus compliqués, hein, parce que la recharge en dépôt, qui va être celle qui va permettre de faire de l'urbain et du régional, c'est pas des investissements énormes. Souvent les camions dorment la nuit sans chauffeur et donc on peut les recharger. On a du temps pour les recharger. Et puis on a du temps pour optimiser le temps de charge, puisque tout l'enjeu, encore plus que pour le VL, hein, pour le poids lourd, ça va être de baisser les prix. On l'a dit, c'est une industrie qui fonctionne avec 2-3% de marge au maximum. Il y a une sensibilité au coût qui est énorme et qu'il faut adresser vraiment et complètement dans toutes ses dimensions. L'achat du véhicule, bien sûr, mode leasing ou autre, mais aussi l'achat d'électricité, l'infrastructure de recharge, bien sûr, et puis l'achat d'électricité. Voilà, donc on développe côté Total Energy une offre assez complète qui permet d'optimiser le prix, et on arrive à des prix de l'électricité, notamment la nuit, qui sont extrêmement bas. Il faut arriver à piloter la recharge, en fait, optimiser la charge des flottes de camions pour être sur les moments où le marché est de l'électricité, qui est un marché qui est hyper volatile par ailleurs, permet d'avoir acheté le moins cher. Je ne vais pas parler beaucoup de concurrence, et puis je pense que mon temps est passé, mais c'est un marché qui démarre. Hein. Donc c'est à peu près les mêmes acteurs que sur le VL qui vont se lancer dans la bataille, avec peut-être encore plus les électriciens, puisqu'on va beaucoup faire de la recharge en dépôt. Hein. Et là, c'est déjà leurs clients, puisque un bâtiment, un gros compteur, voilà,
Mais il y a un vrai enjeu d'accompagner, peut-être encore plus que pour le conducteur VL, hein, d'accompagner les changements de comportement des chauffeurs, bien sûr, les changements d'usage, on en a parlé tout à l'heure, hein, des gestionnaires de flotte. Le planning des tournées peut pas être le même. Celui qui fait ce planning tous les jours, il doit avoir en tête quel est le state of charge de la batterie de son camion. Est-ce que le camion sera bien plein en partant le matin à 4 heures ou à 5 heures? Combien de kilomètres, combien d'arrêts? Est-ce qu'il peut recharger au milieu de la journée pour pouvoir rejoindre le dépôt le soir? Voilà, beaucoup d'enjeux. C'est évidemment excitant hein, au sens un peu anglais du terme, mais voilà, on est en train d'inventer le monde de demain. Merci beaucoup Mathieu. On a beaucoup parlé électricité jusqu'à présent. On va peut-être revenir sur les carburants liquides, biocarburants, hydrogène, carburant de synthèse. Et donc on va passer la parole à Antonio Pires da Cruz qui va nous en parler maintenant. Merci. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Donc, beaucoup de choses ont été dites ce matin en termes de réglementation, de contexte, d'offres, que ce soit pour les véhicules légers, poids lourds, les vecteurs énergétiques. Et moi, j'ai la difficile tâche de vous dire comment IFPEN peut se placer dans cet écosystème et qu'est-ce qu'IFPEN peut vous offrir pour atteindre les objectifs qui sont la décarbonation et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, le maître mot, ça a été dit par Philippe, c'est la neutralité technologique. Donc la neutralité technologique est vraiment ce qui nous doit nous guider. Et aujourd'hui, les choix qui doivent être réalisés, ce sont des choix qui doivent placer la stratégie et l'environnement devant les choix technologiques. Ça, c'est vraiment très très important et c'est ça qui nous guide et qui nous guide dans notre offre de R&D. Précisément, IFP Énergie Nouvelle, en tant que centre de recherche et innovation semi-public, donc en partie financé par l'État, a une double obligation. Une obligation d'éclairage des pouvoirs publics par rapport aux choix technologiques qui peuvent être réalisés et les conséquences sur les politiques qui sont décidées. Et puis, une obligation aussi de développement de technologies innovantes qui peuvent être mises sur le marché et qui peuvent être valorisées et qui peuvent être créatrices d'emplois et de richesses pour la France et pour l'Europe. Les objectifs environnementaux qui nous guident, ils ont été déjà évoqués par Gaëtan. Donc je le rappelle, Green Deal qui fixe le cap, donc neutralité carbone en 2050, et puis le chemin qui doit être parcouru, qui est aujourd'hui fixé par Fit for 55 et les mesures qui vont avec, donc avec notamment pour le maritime et pour l'aviation un cadre réglementaire, réglementaire d'introduction de biocarburants particuliers, de carburants synthétiques qui est très réglementé. Et puis pour l'automobile et pour le poids lourd, on l'a déjà évoqué. Et comment on fait le choix dans toutes ces technologies? Le choix, il doit être éclairé par des analyses holistiques. Donc, je reviens à ce qu'il disait Philippe aussi. Donc, des analyses de cycle de vie multicritères qui considèrent non seulement le CO2, mais aussi l'utilisation des ressources minérales, des ressources en eau, l'emploi, la sociologie, etc. Donc, IFPEN propose aussi ce type d'études pour éclairer donc les choix qui doivent être réalisés. Et donc, quelles sont les solutions que l'on peut proposer? Donc, on a beaucoup parlé d'électrification. Donc, IFPEN travaille depuis de nombreuses années sur l'électrification des mobilités, que ce soit au niveau des moteurs, donc développement de nouveaux moteurs électriques, développement de batteries, en particulier la partie matériaux, l'intégration et la synthèse des différents composants du groupe motopropulseur, l'électronique de puissance. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on est extrêmement actif et on a une offre de R&D qui peut être utilisé et qui peut être mise au service de l'industrie. On a parlé hydrogène, donc IFPEN travaille aussi sur le vecteur hydrogène, à la fois avec une offre de R&D sur la partie moteur thermique à hydrogène, mais aussi sur la pile à combustible. Et ce dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, et c'est le cœur de ce que je vais présenter, comme disait Michael, c'est la partie carburant durable. Et carburant durable pour la mobilité. Aujourd'hui, on l'a vu, et c'est essentiellement tiré par le marché de l'aéronautique, un peu par le maritime, avec des réglementations un petit peu différentes. Mais comment le véhicule léger peut en profiter aussi de ces types de carburant? Donc en fait,
les carburants durables ont un rôle à jouer aussi. Pourquoi? Parce que, donc, on a parlé d'électrification, on a vu que les échéances sont quand même lointaines en termes de, enfin, on s'approche de plus en plus, mais on a une électrification qui est croissante, mais qui n'est pas complètement massive. Donc, nous avons une flotte de véhicules aujourd'hui avec des moteurs thermiques que l'on peut imaginer pouvoir décarboner. Nous avons aussi après 2035, même avec je dirais pas interdiction de vente des moteurs thermiques, comme disait Philippe, mais la tendance vers le zéro carbone à l'échappement qui nous pousse vers l'électrification, on a aussi une flotte qui va rester au-delà de 2035 et qui va rester jusqu'en 2050, au moins, en moyenne jusqu'en 2050. Donc, on doit pouvoir aussi offrir des possibilités pour décarboner cette flotte qui existe encore, et puis la flotte qui va rester jusqu'en 2050. Donc comment on peut le faire? On peut le faire via des carburants que l'on appelle bas carbone. C'est quoi un carburant bas carbone? C'est un carburant qui utilise du carbone qui vient soit de la biomasse, soit du carbone recyclé. Donc ça peut être des déchets, ça peut être des fumées industrielles, etc. Pour construire avec de l'hydrogène, que lui doit être renouvelable, pour construire un carburant synthétique qui peut alimenter ces véhicules. Et le bilan, enfin nous, on l'a montré à IFPEN et de nombreuses études le montrent, que le bilan carbone de ce type de véhicule, du berceau jusqu'à la tombe, il peut être intéressant et compétitif avec le bilan carbone des véhicules électriques. Malheureusement, ces carburants-là, aujourd'hui, ne sont pas forcément poussés par la législation. Néanmoins, il peut avoir une modification en termes de comptabilisation de gaz à effet de serre, du puits à la roue, qui peut être intéressant. Il peut avoir une fiscalité qui peut aider aussi à l'utilisation de ces carburants, qui peuvent contribuer à cette décarbonation. Donc IFPEN, comment on se place là-dedans? IFPEN travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. Donc, sous les biocarburants en général, on a commencé dans les années 1980-1990 avec ce que l'on appelle les biocarburants de première génération. On a développé des technologies qui sont aujourd'hui sur le marché, largement sur le marché, et qui peuvent aider à fournir ce type de carburant. Et puis, au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'avec la compétition qu'il y avait entre les ressources alimentaires et la fabrication de carburant, il fallait imaginer autre chose. Donc on a commencé à travailler sur ce que l'on appelle les carburants ou les biocarburants avancés de deuxième génération, qui eux utilisent des ressources qui ne sont pas forcément en compétition avec l'alimentaire. Donc nous avons proposé des technologies à la fois pour la production de biodiesel, biokérosène, mais aussi bioéthanol, qui aujourd'hui est incorporé largement dans le pool essence, et le biodiesel dans le pool diesel. Et donc, on a commencé à développer ces technologies que l'on propose aujourd'hui, et donc ces technologies-là aujourd'hui sont diverses. On a travaillé donc sur les biocarburants de première génération, on a travaillé sur la partie huile végétale et l'hydrotraitement de l'huile végétale pour fabriquer des HVO, c'est-à-dire des carburants qui sont compatibles avec les motorisations qui sont existantes. On a travaillé sur des technologies qui permettent de faire du biodiesel, du biokérosène et du bioéthanol, compatibles avec les motorisations essence jusqu'à au moins 10%, voire 20%, voire l'intégration jusqu'à 85% si les véhicules sont adaptés pour cela. Et plus récemment, on a commencé à travailler sur la partie, ce qu'on appelle les carburants synthétiques ou e-fuels, qui permettent de aussi prendre du carbone, de l'hydrogène et de proposer ce type de carburant avec des bilans carbone qui sont intéressants. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, ces carburants-là, leur production est tirée essentiellement par le domaine aéronautique. Néanmoins, l'automobile et le poids lourd peuvent aussi bénéficier. Parce que lorsque l'on produit ce type de carburant, on a des coproduits qui peuvent être intégrés dans le pool essence. On a aussi la voie éthanol to jet, c'est-à-dire aller de l'éthanol pour des carburants aéronautiques, mais on peut utiliser aussi cet éthanol-là pour l'introduction dans le pool essence. Donc on a quand même des solutions qui peuvent exister et qui ont besoin par contre d'être aidées par la législation, par des projets de production, des usines qui vont aboutir à la production de ces carburants.
Enfin, je voulais parler de quelque chose qui a été aussi un petit peu évoqué ce matin, c'est la digitalisation des mobilités. Donc IFPEN travaille aussi largement depuis un certain nombre d'années sur la digitalisation des mobilités. Nous avons commencé à proposer des solutions, par exemple, pour savoir comment profiter d'un smartphone pour améliorer notre conduite, comment faire prendre conscience à un conducteur que lui, il a un impact important aussi sur les émissions de son véhicule. Et aujourd'hui, on est inclus dans des projets où on essaye de clarifier les besoins locaux, territoriaux et nationaux entre l'adéquation des usages, des besoins, avec une offre digitale appuyée par la collecte et le traitement de données pour fournir donc de l'aide à la décision. Donc en conclusion, 3 points. En termes de politique environnementale, il faut absolument de la neutralité technologique. Et ça, on essaye de promouvoir des technologies qui peuvent être adoptées pour différentes solutions et différents types d'usages. IFPEN propose différentes solutions technologiques et IFPEN doit agir aussi en tant que tiers de confiance de l'État pour pouvoir éclairer aussi sur les politiques à mener. Merci. Merci Antonio. Grâce à vous, on a pu avoir vraiment beaucoup d'informations. C'était très très dense, très intéressant. On arrive au bout maintenant de cette heure qui était consacrée à vos interventions et je souhaiterais qu'on vous applaudisse pour vous remercier. On a fini donc cette première séquence qui implique qu'on passe à la deuxième séquence, la séquence des questions. Jusque-là, je compte bien. 1, 2, 1, 2, ça va. J'étais prête pour l'armée. Donc on va commencer peut-être par la salle au niveau des questions. Ce que je vais vous demander quand vous avez une question, c'est que d'abord vous vous présentez, vous donnez votre question et puis s'il y a un des panélistes auquel la question s'adresse davantage, eh bien n'hésitez pas à le nommer. Je vous en prie. Il y a un sujet, le prix. Le prix. Combien ça coûte? Parce que quelque part, dans beaucoup on a beaucoup parlé électrique comme étant une voie majoritaire sur les VL, sur les PL aussi, sauf usage particulier. Et la question du prix de l'électricité, et c'est vrai pas que sur le sujet des transports, hein, actuellement, en tout cas, dans la période actuelle au sens large, enfin pas l'immédiateté, mais dans la période actuelle, on a beaucoup des raisonnements en matière de politique énergétique et climatique qui s'appuient sur un sous-jacent qui est tout ça va être gratuit. Enfin, voilà, c'est open bar. Open bar à volonté, pas cher. Alors, je ne sais pas quelle est la vraie vérité, en tout cas l'avenir, par définition, je ne le connais pas, mais je ne suis pas sûr que ce sous-jacent-là, ça soit notre avenir. Donc, est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur vos estimations des forecasts de prix? On a parlé de puissance qui conditionne les temps de recharge. Enfin, je ne sais pas vous, mais je vois bien que, par exemple, mon abonnement, il n'est pas le même quand j'ai 1 kWh ou pas beaucoup de kilowattheures. Kilowatts, pardon. Je parle puissance. Voilà. Et quand on parle de charge hyper rapide, j'ai entendu des chiffres, on n'a effectivement pas envie de mettre les doigts dans la prise, on est d'accord. Voilà. Mais on n'a peut-être pas non plus envie de payer, en plus pour se faire électrocuter. Donc la question du prix me paraît quand même assez centrale, et je ne veux pas faire référence aux débats en cours, mais qui me paraît quand même des débats essentiels. Donc la question du prix, et notamment de l'électricité, me paraît très centrale. Sur tout ce qu'on raconte d'ailleurs, y compris sur les biocarburants, sur les e-fuels, on a cité des ordres de grandeur. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais peut-être commencer à répondre, puis d'autres prendront la suite. Si je connaissais le prix de l'électricité demain, enfin demain c'est un peu plus possible, mais dans 1 an ou dans 10 ans, évidemment, je ne serai pas là, je serai très riche et je serai ailleurs. Il y a d'abord ça dépend, enfin ça dépend énormément des mix électriques évidemment et des pays. C'est-à-dire que la France a la chance d'avoir un socle basé sur l'électricité nucléaire, hein, qui permet d'avoir une certaine visibilité, au moins sur le coût de cette énergie-là. Pas forcément sur le prix de marché, puisqu'on est dans une logique du prix
du prix de l'électricité qui est fait par le producteur marginal. Dans d'autres pays, évidemment, le stress, il démarre plus bas qu'en France, qui a son socle d'électricité nucléaire. La question, c'est évidemment l'équilibre entre la demande et le supply. Hein. Donc, c'est si le développement des capacités de production, et en particulier renouvelables, se fait aussi vite que ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire plus vite que la croissance de la demande, voire une légère décroissance de la demande une significative décroissance de la demande après le Covid, et par contre une hausse des capacités de production renouvelables. Voilà. Globalement, on n'a pas l'air de manquer d'électrons en Europe de l'Ouest, et en tout cas pour les prochaines années. Le vrai sujet, ça va être la volatilité, c'est-à-dire qu'on passe d'un mode de production électrique relativement stable et de mode de consommation aussi bien connu, dans des profils et de production, c'est du renouvelable, hein, donc c'est quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil, évidemment, on a beaucoup moins d'électricité que quand le vent souffle fort et qu'il y a du soleil. Et donc, et sur la demande, par contre, un peu plus de volatilité possible aussi, puisque quand on parle de la recharge électrique, on est sur des profils de recharge qui, suivant les usages, sont très différents et qui aujourd'hui sont en fait pas très connus, quoi. Il n'y a pas beaucoup de maturité parce que la taille de la flotte n'est pas énorme. Donc tout l'enjeu, ça va être de maîtriser la volatilité, et on est sûr, va augmenter, hein, puisque plus de volatilité sur la production, plus de volatilité sur la demande. L'objectif, c'est bien pour tous les gens qui distribuent l'électrique, hein, et de l'électricité, et puis c'est l'enjeu majeur, c'est d'arriver à faire matcher la consommation à la production. Voilà. Et il y a évidemment plein de manières de le faire. Le plus facile, c'est le signal prix. C'est comme ça que le marché se dirige. Et aujourd'hui, la recharge électrique des véhicules est considérée par les spécialistes du marché comme représentant plus de 30 à 40% des ressources de flexibilité. C'est-à-dire que c'est une demande qui est relativement flexible. Si on donne des incentives en termes de prix, par exemple recharger entre minuit et 5 heures du matin seulement et pas avant, évidemment, on va arriver à rejoindre un peu la production d'électricité et la demande. Voilà. Donc il y a un signal prix qui existe déjà, hein, heure pleine, heure creuse à la maison. Sur l'électrique, sur la recharge électrique, c'est encore plus dynamique. Et puis il y a les pouvoirs publics ont un rôle là-dedans. On a remporté nous récemment un appel d'offres d'une concession aux Pays-Bas, donc la ville d'Utrecht, avec la promesse que nous demandait la ville d'annoncer aux clients des remises de 40% du prix pour le jour d'après, et en donnant aux clients les plages horaires de cette réduction de 40%. Et le critère de cette remise de 40% du prix aux clients doit être sur la production locale d'électricité, renouvelable, solaire et éolien. Voilà. Donc chaque jour, on annonce le créneau horaire sur lequel les clients devraient charger demain, avec une remise significative sur le prix. Voilà. Évidemment, tout ça, ça exige que ces systèmes de centaines de milliers de bornes électriques soient pilotés de manière intelligente, que la charge se déclenche pas quand vous branchez votre voiture en rentrant à la maison à 7 heures du soir, mais qu'évidemment, on prenne 0 électron jusqu'à 11 heures, puisque c'est à ce moment-là que se déclenche, ou 10h30, à ce moment-là que se déclenchent les heures creuses. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu de gérer la flexibilité pour que ce marché électrique fonctionne. Je vais peut-être rajouter un tout petit mot côté camion. Donc, côté camion, on a fondé une JV qui s'appelle Milence, donc avec Traton et Mercedes, qui a déjà déployé, donc il va déployer 1700 points de recharge d'ici 2027 en Europe, qui a déjà déployé 3 stations, dont une à Rouen, qui a ouverte en avril. Et pour l'instant, le taux d'utilisation est faible, donc il n'y a pas vraiment de prix marché, mais Milence a fixé 40 centimes d'euros le kilowattheure comme prix marché, donc pour le camion. On va voir comment ça va évoluer. Nos projections nous montrent que quand il y aura un taux d'utilisation suffisant, dans quelques années, quand on aura vendu les camions électriques correspondants, le prix de l'électricité publique sera largement en dessous de cette valeur, peut-être entre 20 et 30 centimes d'euros. Voilà. Oui, je complète également rapidement pour répondre avec des chiffres concrets. Donc sur finalement le plein de carburant aujourd'hui sur un véhicule normal, on va dire que c'est de l'ordre de 12 euros au 100 km à peu près. Pour un véhicule électrique, on est entre 3 et 4 euros au 100 km. Alors ça, c'est qu'une partie de la réponse, parce que derrière la question du président d'IFPEN, il y a aussi un point important qui est la baisse des revenus pour l'État. Donc avec la baisse de la fiscalité des carburants, puisque aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas, on va dire, une assiette fiscale sur le prix de l'électricité
carburant identique à ce qu'il y a aujourd'hui sur les carburants fossiles. Donc il est clair qu'à un moment ou à un autre, il y aura de toute façon des évolutions de fiscalité permettant de compenser des pertes de revenus. Ceci étant, il y a de la marge. Et puis surtout, le véhicule électrique, il y a une grande révolution qui va s'annoncer aussi avec le véhicule électrique. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui est finalement la connexion au réseau qui pourrait se faire non pas seulement pour charger le véhicule électrique, mais également pour charger le réseau, pour relarguer sur le réseau des électrons qui pourraient être encore dans la batterie. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Ça veut dire quoi ? Si je prends un exemple très simple, il y a 30 ans, si on nous avait dit qu'on pouvait remplacer la puissance de calcul d'un Cray 2 ou je ne sais pas quels étaient les noms des supercalculateurs à l'époque par des réseaux de micro-ordinateurs connectés, on aurait tous ri en disant mais c'est pas possible. Et ben pourtant aujourd'hui on est capable de faire des calculs extrêmement sophistiqués et qui consomment, on va dire, qui nécessitent une puissance de calcul considérable avec des réseaux d'ordinateurs. De la même façon, on pourra aussi ajuster le système et le piloter l'offre et la demande en électricité en justement pilotant la capacité du véhicule à relarguer sur le réseau des kilowattheures, voire des dizaines de kilowattheures qu'il n'aura pas consommé dans sa journée. Donc, et en particulier donc, dans les heures de pointe. Et ça donnera de la flexibilité, d'autant plus que on l'a vu encore récemment, il y a tout un débat sur le changement des heures de pointe, heures creuses, heures de pointe en France, liées, et dans d'autres pays, liées à une production d'électricité, en particulier par les énergies intermittentes et le solaire, qui est plus importante en journée. Et qui fait que le prix de l'électricité marginale en journée est particulièrement bas. Donc il va falloir de toute façon piloter davantage la charge et la décharge. Donc je pense que le véhicule électrique qui disposera du V2G, ce qu'on va lancer nous avec la Renault 5 en fin d'année, et tous les constructeurs iront progressivement, on a un peu d'avance, mais tous les constructeurs iront progressivement, apporteront un service qui sera rémunéré pour le client, et qui apportera évidemment une flexibilité supplémentaire sur le réseau électrique. Je vais peut-être prendre une question dans la salle, mais merci en tout cas, on sent la passion dans ces réponses et c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui se passent. Monsieur a une question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro ? Merci. Bonjour, on a parlé, Sylvain Demour, je suis le secrétaire général de Bioéthanol France, l'ancien SNPAA, donc nous représentons les producteurs français de bioéthanol. On a parlé de neutralité technologique tout à l'heure, il y a une solution qui a été évoquée de façon allusive seulement, c'est les hybrides rechargeables. Des hybrides rechargeables fonctionnant avec des carburants neutres en carbone. Donc je voudrais savoir si le panel a regardé cette solution-là, d'autant plus que les synergies en utilisant l'électrique et le thermique ensemble sont très fortes. On a effectivement davantage d'utilisation de la batterie finalement par unité de batterie. Et puis on a également tout un tas de synergies entre l'éthanol et les e-fuels avec la possibilité d'utiliser le CO2 de fermentation des usines d'éthanol. Il y a 1 million de tonnes disponibles en France qui sont là. Et également, ça a été dit, d'autres synergies avec les e-fuels, avec les naphtas qui sont produits, avec les bio-naphtas qui sont produits avec les HVO, qui permettent de faire des carburants dont le superéthanol 100% renouvelable, dont on a fait l'étude à l'IFPEN et qui est en véhicule aussi bon en matière de bilan CO2 et en matière de polluants apporte de gros bénéfices de réduction de polluants, notamment les particules et les NOx. Donc ces solutions-là qui sont des solutions peu évoquées, des solutions qui sont des solutions partielles comme chaque solution, mais qui sont des solutions complémentaires et qui fonctionnent avec des synergies intéressantes. Est-ce que vous les avez envisagées dans les solutions d'avenir ? Alors, oui, je vais répondre peut-être pour Renault dans un premier temps. Donc, évidemment, donc les biocarburants, on les a accompagnés largement. Les biocarburants qu'on a dû appeler aussi agrocarburants pendant un certain temps, on les a évidemment accompagnés largement. Nous, aujourd'hui, on est clairement favorable à la massification de l'incorporation de biocarburants dans le carburant fossile et l'approche retenue par la Commission européenne avec le passage progressif en 5% d'éthanol, 10% d'éthanol, 20% d'éthanol dans l'essence nous apparaît comme une bonne approche.
plutôt qu'à d'avoir un carburant spécifique dédié comme le superéthanol. Il vaut mieux toucher tout le monde que de toucher simplement une minorité de véhicules. Mais oui, bien sûr, on a un soutien complet, et que ce soit pour les véhicules thermiques purs ou pour les véhicules hybrides rechargeables ou pas. Et simplement, parce que vous avez mentionné la technologie d'hybride rechargeable, je voulais revenir un moment sur le sujet, parce qu'effectivement, on en a peu parlé. Donc Renault a introduit des véhicules hybrides rechargeables, la Mégane, Capture, on a eu un certain nombre de véhicules hybrides rechargeables. Très honnêtement, peu de succès. Peu de succès, parce qu'en fait, on rajoute finalement du coût en associant deux chaînes de traction, hybride, électrique, une batterie qui est une batterie quand même, on va dire, supérieure à autour de 10 kWh, voire au-dessus de 10 kWh. Donc c'est un surcoût complet, et finalement, on a dû constater que les clients étaient peu réceptifs à cette technologie. Donc on va avoir un véhicule hybride rechargeable dans la gamme, mais ça restera relativement limité à notre avis, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats sur finalement l'utilisation de ce type de véhicule par certaines flottes, avec des clients qui finalement étaient fiers d'avoir un véhicule hybride rechargeable, mais l'utiliser sous forme thermique exclusivement, et donc il n'était pas optimisé pour ça. Donc ce sur quoi on peut remédier aussi à ces sujets, mais si on veut enclencher la mécanique de l'hybride rechargeable compatible avec l'éthanol, avec l'essence évidemment, donc on pourra le faire, mais la solution technologique existe. Est-ce que, Antonio, tu veux rajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que toute gramme de CO2 gagné est bénéfique. Donc aujourd'hui, toute solution qui va dans le sens d'une diminution des émissions de CO2 est intéressante. On a vu, Sylvain l'a mentionné, on a réalisé une étude avec Bioéthanol France qui a montré effectivement les bénéfices qu'il pourrait avoir ce type de solution. Maintenant, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, l'idée, à mon avis, c'est pas forcément d'aller promouvoir une solution qui soit l'hybride rechargeable avec un carburant en tel ou en tel, c'est d'incorporer le maximum de carburant neutre en carbone dans le pool actuel pour décarboner les flottes existantes et les flottes qui resteront. Merci. Je vais pas. Peut-être juste un point, c'est quand même, on a un législateur européen qui se soucie. Alors, en France, on a effectivement un secteur agricole qui est très développé et très productif. L'Europe, quand même, plafonne à 7% les carburants de première génération dans le pool de carburant. Donc, on a un plafond pour que l'Europe ne soit pas accusée par le reste du monde de faire du carburant au détriment de l'alimentation de la population mondiale. Donc, voilà, on a aussi un cap de 7% qu'on ne franchira pas, quoi. Tout à fait. Mais on a, comme je disais dans mon intervention, on a travaillé sur des carburants avancés de deuxième génération, que eux n'ont pas de limite d'incorporation. Au contraire, il y a une limite minimale que l'on doit adopter à l'horizon 2035 d'incorporation de ces carburants avancés. Juste un dernier mot pour relativiser tout ce qui est gisement de biomasse par rapport à l'électricité, c'est très minoritaire. Voilà. Donc ça peut être une solution complémentaire, je suis d'accord avec Antonio, mais c'est pas la voie principale, quoi. Merci. Je vais prendre une question là au niveau des gens qui sont en ligne. Et la question qui a été posée concerne le recyclage des batteries ou des piles à combustible. Donc comment est-ce que vous envisagez ce recyclage? C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas non plus laisser de côté. Non, mais d'ailleurs, on ne laisse pas de côté le recyclage des batteries. D'ailleurs, on a une obligation aussi réglementaire, donc sur le sujet évidemment. Donc on est tout à fait acteur. Alors, je veux dire que finalement, les batteries actuelles, qui sont des batteries lithium-ion avec des métaux type nickel, manganèse, cobalt, dont on a parlé tout à l'heure, elles se prêtent bien au recyclage, parce qu'il y a de la valeur. Il y a de la valeur dans les batteries, et donc il y a des valeurs dans les filières de recyclage. Il y a différentes voies qui existent, l'hydrométallurgie, etc., la pyrométallurgie. Je ne détaillerai pas, mais oui, et on est très engagé dans les filières sur le sujet. On va aller vers des batteries qui vont avoir moins de valeur. Parce que vu qu'on veut baisser le prix des batteries, quand on passe aux technologies qu'on mentionnait tout à l'heure, lithium, fer, phosphate par exemple, ou sodium-ion, le recyclage du sodium, ça a quand même un peu de débouchés derrière. Donc savoir recycler, oui. Contribuer aux filières recyclage, oui. Assurer une rentabilité intrinsèque au recyclage, ça c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches, effectivement. Mais oui.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Le recyclage, c'est vraiment ce qui arrive à la fin dans la vie de la batterie. Après le camion ou la voiture, il y a une deuxième vie de la batterie dans du stationnaire, et c'est seulement après qu'il y a le recyclage. Donc, nous, côté groupe Volvo, on est en train de mettre en place les filières de recyclage avec des partenaires. Mais comme on commence à vendre des camions, vous imaginez bien que les batteries, elles vont arriver dans un certain temps, dans la prochaine décennie. Voilà. Donc, on a un petit peu de temps pour s'organiser, mais ça sera fait. Toutes les batteries seront recyclées. Merci. Une autre question dans la salle? Je vais prendre monsieur, que j'ai vu en premier peut-être. Merci beaucoup. Bonjour, ça marche ou pas? Ah oui, super. Ouais. Guillaume Caillou de la DGEC. C'est une question un peu générale. Estimez-vous que l'état actuel du déploiement des infrastructures de charge pour poids lourds électriques, notamment sur le volet itinérance, constitue un frein à l'électrification des poids lourds? Alors, on est au tout début. Pour l'instant, il y a, je crois, une quinzaine de stations de recharge publiques en France. Le fait de petits acteurs privés en général, et la station de Milans, et puis bien d'autres à venir. Donc on est au tout début. Pour l'instant, les camions qu'on vend, j'ai pas précisé ça aussi, on est à peu près à une part de marché du camion électrique aujourd'hui de l'ordre de 1,5%. Donc c'est le tout début. On vend surtout des camions de ville qui se chargent en dépôt la nuit. Donc ils ont pas besoin de charge publique. Au fur et à mesure qu'on va aller vers du routier, là on va avoir besoin de charge d'appoint. Et on va dire que 2025-2026, c'est à peu près la deadline pour laquelle les constructeurs comme nous vont mettre sur le marché des camions qui auront 500 km d'autonomie. Certains ont commencé, nous on arrive. Et de l'autre côté, les acteurs de la recharge mettront des méga chargeurs à disposition. Et il faut effectivement, c'est toujours l'histoire de la fée de la poule, il faut que ça arrive, que les chargeurs arrivent un peu avant les camions, donc qu'ils soient aidés financièrement sur leurs faibles taux d'utilisation initiaux, de façon à ne pas avoir des prix prohibitifs. Voilà. Donc je pense pas, alors pour répondre à votre question, je pense pas que la recharge publique du camion qui est balbutiante aujourd'hui soit un frein à l'essor actuel des camions de ville et des chantiers qu'on commence à vendre, mais dans 2-3 ans, il faudra vraiment que ça suive pour qu'on vende des camions routiers. Et pour ça, il faut anticiper un petit peu. Donc, on a Enedis a publié avec Total Energy et Vinci une étude justement sur la recharge poids lourd en itinérance, longue distance, avec une simulation en fait de stations, enfin de toutes les stations de service du réseau autoroutier français, où on montre qu'il y a besoin. Alors, le poids lourd sur les grands axes sera pas dimensionnant, c'est-à-dire que c'est le véhicule léger qui va être dimensionnant en termes d'infrastructure de connexion au réseau. Ce qui est déjà un bon point, c'est-à-dire que malgré le mégawatt chargeur, les poids lourds vont pas être, c'est pas eux qui vont exiger une transformation du réseau d'RTE. Par contre, il y a besoin de commencer à installer ces bornes le long des grands axes et des aires de service. Pour le VL, l'État avait très bien fait ça, avec une obligation de le faire très vite, en 2 ans. Donc c'était plutôt le bâton, et puis et une carotte qui était des subventions à hauteur de 30 ou 40%. Et les sociétés concessionnaires ont lancé des appels d'offres auxquels Total Energy a beaucoup répondu, puisqu'on a 40% de part de marché sur ces concessions spécifiques recharge et véhicules électriques. Il y a besoin de quelque chose qui se ressent peut-être un peu plus, un peu moins de grande taille dès le début, mais il y a besoin d'installer quelques bornes poids lourds en complément de ces hubs de recharge VL. Et aujourd'hui, le système des concessions est un peu compliqué et l'autorise pas facilement. Alors que c'est quelque chose qu'on aimerait souvent, juste traverser le terre-plein qui sépare les véhicules légers et les poids lourds pour installer 2 ou 3 bornes avec les technologies d'aujourd'hui, du 400 kW et puis un jour du mégawatt. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus, et pour encore un certain nombre d'années, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ça permettrait de résoudre un petit problème de sécurité, c'est que les premiers camions électriques qui partent sur ces grands axes, le moment où ils doivent recharger, font des trucs qui sont juste qu'on voit bien, puisque c'est souvent nos bornes. Donc ils laissent la remorque sur le côté poids lourd, ils prennent le rond-point d'entrée de la station à sens inverse pour aller se recharger sur une borne véhicule léger, et puis ils refont la manipulation dans l'autre sens. Donc il y a un besoin qui existe. On ne parle pas de très gros volume, on a besoin de 1, 2, 3 bornes par station-service typiquement, mais il y a besoin de quelque chose. Ouais.
Alors ça, c'était une des sorties intéressantes de l'étude Enedis Total Energy et Vinci, à laquelle les constructeurs ont participé. C'est cette synergie entre les voitures et les camions sur la connexion au réseau. Mais quand on va plus loin, on peut réfléchir que c'est aussi sur les chargeurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, les camions et les voitures sont très séparés sur les aires d'autoroute. Peut-être que demain, il faudrait que ce soit des poules de chargeurs communs avec des satellites, de façon à ce que les week-ends et les vacances, c'est les voitures qui servent, et le reste de la semaine, c'est les camions. Voilà. Pour être complet aussi dans la réponse, il y a la réglementation européenne, AFIR, qui a été aussi traitée dans le très bon rapport Enedis, et qui dit la même chose que nous, c'est-à-dire que l'AFIR, c'est un très bon début, on est content que ça existe, mais c'est pas suffisant. On espère que les acteurs privés, enfin, il faut que les acteurs privés aillent au-delà de l'AFIR pour que nous, on puisse vendre les camions électriques qu'on veut vendre. Voilà. Je vais prendre une question là qui a été posée en ligne et qui concerne les perspectives du rétrofit pour le moteur thermique. Est-ce que quelqu'un peut en parler également ? Alors, je vais en dire deux mots. Donc, oui. Alors, le rétrofit pour les moteurs thermiques, qui pourrait être rétrofit soit vers d'autres technologies thermiques, soit vers des technologies électriques ou hybrides. C'est quelque chose qu'on déploie déjà dans le groupe Renault. On a, en fait, certains d'entre vous ont dû entendre parler de la métamorphose de l'usine de Flins, qui était quand même une usine emblématique de Renault en production de véhicules, et qu'on a converti, donc il y a déjà 3 ans maintenant, en un centre de justement remanufacturing, pour utiliser un terme anglo-saxon, et de transformation, donc de conversion, donc des véhicules. Donc oui, bien sûr, ça a un coût, c'est faisable. Technologiquement, c'est parfaitement faisable. Hein. On sait convertir les technologies, par exemple aussi au gaz, au GPL. Donc le coût de la conversion existe. Ça permet de prolonger aussi la durée de vie d'un véhicule. Mais il est clair qu'on n'aura jamais le niveau de prestation en termes de performance, d'autonomie que l'on peut avoir sur un véhicule neuf qui équivalent. Mais oui, c'est possible et on le fait. On a une question dans la salle. Là-bas, Xavier. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations très intéressantes. Et une question pour Marc Lejeune. Dans votre vous axez beaucoup votre développement autour de l'électrification. Et l'hydrogène, vous n'en parlez pas beaucoup. Alors, quelle est la limite si on parle en rayon d'action, est-ce que vous avez déjà pris une marge en termes de rayon d'action pour bus électrique, fuel cell, ou est-ce que l'on dit, par exemple, l'hydrogène, on le dédierait plutôt pour le bus? Est-ce que vous avez une analyse de la situation, notamment vis-à-vis de la position de l'hydrogène? Comme je l'ai précisé, en fait, l'hydrogène va être plus cher que l'électrique à batterie à cause de son rendement énergétique et malgré le coût des batteries et de l'infra de recharge. Et donc, on va le réserver là où on ne sait pas faire d'électrique à batterie. Donc, c'est un peu la question à $1 million. Où est-ce qu'on va pas savoir faire de l'électrique à batterie? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. De toute façon, ça ne sera pas pour la ville. Tout ce qui est camion de ville, camion banne à ordures, etc. L'électrique à batterie, il est incontestablement, ça va être incontestablement ça. La question, elle est plus sur le routier la façon dont l'écosystème méga chargeur, camion électrique non routier va fonctionner, va se mettre en place. Sur le papier, ça marche. Après, on va voir comment ça s'implémente. Il y aura des cas où des clients qui préféreront aller vers de l'hydrogène parce que ça ressemble au diesel. C'est-à-dire qu'on fait le plein en 20 minutes. Donc c'est un peu comme du diesel, on fait plein tous les jours, cela dit, ou tous les 2 jours. Mais ça bouleverse moins leurs habitudes l'hydrogène que l'électrique à batterie. Donc certains pourront préférer ça malgré le surcoût. Et dans ce cas-là, il y aura une part de marché pour eux. Pour nous, constructeurs, c'est très difficile à évaluer. Mais pour répondre à votre question, c'est plutôt les très longs routiers, peut-être les camions à 2 chauffeurs qui s'arrêtent jamais, ou des camions qui emportent de 60 ou de 90 tonnes, qui emportent beaucoup d'énergie. C'est plutôt ce segment-là qu'on voit avec de l'hydrogène, plus que de la mobilité urbaine. Et sur la distribution d'énergie, on est assez raccord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment d'usage intensif, très longue distance, pour lequel il va y avoir besoin. Du coup, l'Europe a lancé, dans la FIR, il y a un volet hydrogène. Hein, et Total Energy s'est associé avec Air Liquide pour lancer Thiel Mobility, qui construit un réseau de stations hydrogène pour la grande itinérance. Hein. C'est vraiment pour la poids lourd uniquement, longue distance. Donc assez différent de ce qui a été développé depuis 20 ans, hein, qui était plutôt véhicule léger en hydrogène. Voilà. Donc là, Thiel Mobility, on vise une centaine de stations pour faire juste le maillage longue distance en Europe d'ici 2030. Une autre question dans la salle, monsieur. La dame qui arrive.
Merci François Desmarques, la Fabrique écologique. Je voulais poser une question sur la capacité disons de charge utile des camions lorsque ils seront demain les camions transport grande distance à batterie. Est-ce que le poids de la batterie va conduire à réduire la charge utile? Donc la réponse est non. Ce qui va se passer, c'est que vous avez un surpoids. Donc typiquement, pour faire 500 km d'autonomie, 800 kWh de batterie, il faut 4,5 tonnes aujourd'hui, avec la techno actuelle, en type nickel. Demain, ça va baisser. Par contre, la chaîne de traction électrique est plus légère que la chaîne de traction thermique. Mais bon an, mal an, il vous faut quand même quelques tonnes en plus sur le camion. Et ça va se faire par une réoptimisation des essieux des camions. Donc en gros, on va probablement rajouter un essieu sur le camion, donc passer de 6,2 à 6,4. Et ce faisant, vous gardez la même capacité d'emport de cargaison. Parce que l'Europe va aussi... Donc aujourd'hui, on a droit à 2 tonnes de poids total du convoi en plus. Peut-être demain, on aura droit à 4 tonnes. Donc l'Europe va nous permettre d'avoir des convois un peu plus lourds. Et pour respecter les charges à l'essieu qui, elles, ne bougent pas, on sera probablement obligé de rajouter des essieux. Mais en faisant bien les choses, il n'y a pas de raison qu'on ait moins de charge utile sur un camion routier électrique par rapport à un diesel, à terme. Une nouvelle question donc, des personnes qui sont en ligne. Ça concerne les carburants de synthèse. Peut-être plus pour Antonio, où va-t-on trouver le CO2 nécessaire pour faire ces carburants de synthèse? C'est une très bonne question, effectivement. Donc le CO2, c'est une ressource très abondante, mais malheureusement difficilement captable. Et en plus, le CO2, c'est une molécule extrêmement stable, donc difficile à convertir. Mais il y a la réglementation prévoit plusieurs sources de CO2. Donc déjà, il y a le CO2 qui est biogénique. Hein. Dès lors que l'on brûle, par exemple, de la biomasse, on peut capter ce CO2 pour alimenter donc la fabrication de carburants de synthèse. Il y a le CO2 qui ex-fermentation, par exemple. Donc Sylvain en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi toutes les fermenteurs de biogaz qui fournissent un CO2 relativement concentré et relativement abondant avec la multiplication des fermenteurs. Donc ça, c'est du CO2 que l'on appelle biogénique. Ça peut être aussi alors je ne parle pas de CO2, mais de carbone qui vient directement de la biomasse. Hein. Ça correspond à tous les procédés dont j'ai parlé, de conversion de la biomasse vers des carburants. Et puis si je retourne au CO2, il y a bien entendu le CO2 concentré des fumées qui est éligible par la réglementation au moins jusqu'en 2040 pour pouvoir lancer la filière. Et ça, c'est beaucoup de projets que l'on voit naître aujourd'hui s'appuient sur ce CO2 concentré des fumées qui peut alimenter donc la fabrication de carburant. Et puis enfin, il y a le CO2 de l'air, donc avec le captage de CO2 dans l'air, qui aujourd'hui est encore dans ses prémices. Donc il y a peu d'offres sur le marché d'entreprises qui peuvent aller capter du CO2 dans l'air, mais c'est quelque chose sur lequel on peut aussi imaginer dans le futur avoir des solutions. Et ce CO2-là, il peut éventuellement à terme donc fournir aussi la fabrication de carburant de synthèse. Donc plusieurs voies possibles, aucune très simple évidemment, mais possibles et qui sont déjà exploitables aujourd'hui. Merci. Je vais prendre aussi cette question là-bas dans la salle. Bonjour, Ce Nicolas sera l'avant-dernière Capsouglou. question. Je crois Bioéthanol France également. En fait, c'est plus un commentaire qu'une question. En fait, pour le règlement CO2 de 2035, on dit voiture électrique, et il y a aussi les voitures fonctionnant avec des carburants neutres en carbone. On l'a touché du doigt. Et en fait, donc ici, on est en France, mais à Bruxelles, il y a 8 pays qui sont en faveur de cette définition, incluant e-fuels et biocarburants définis dans la directive RED. Et il y a quelques semaines, Toyota, Subaru, Mazda ont annoncé travailler fortement sur les carburants neutres en carbone. Volkswagen, on le sait aussi. Horse également travaille là-dessus. Donc c'est des choses extrêmement importantes. Et voilà. Très bien. J'espère aussi l'avoir mentionné dans mon intervention. Neutralité technologique.
importante, hein, et j'ai clairement dit aussi que pour moi, enfin 2035, c'est pas la fin du moteur thermique, hein, c'est pas la fin du moteur thermique, c'est pas un nice ban. Et je pense qu'il faut regagner en neutralité technologique et effectivement s'assurer qu'une solution qui permet d'avoir un bénéfice, le bénéfice environnemental visé, à un coût acceptable, doit être retenu. Donc c'est clair. Donc effectivement, le groupe Renault et à travers Horse en particulier soutient bien sûr aujourd'hui la voie des carburants de synthèse pour le moteur thermique et il faut continuer à explorer certaines voies. J'ai mentionné tout à l'heure le moteur thermique à hydrogène. Hein. Au-delà du moteur, enfin, de la pile à combustible à hydrogène, on peut très bien envisager aussi une transition un peu plus en douceur qui permettra aussi finalement qui permettrait finalement également de consommer de l'hydrogène produit donc à la pompe qui sera mis à disposition parce qu'au départ le parc de véhicules à pile à combustible sera quand même très limité. Donc avoir aussi des véhicules thermiques consommant de l'hydrogène, ça permet d'avoir une assise plus importante. Donc oui, il y a encore des solutions qui sont ouvertes et qui doivent être étudiées et validées. Merci. Et on va prendre donc notre dernière question dans la salle. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Je me trompe? Non, il n'y a plus. Bon, alors la dernière, ce sera monsieur. Oui, bonjour. Donc, Marc Alochet, je suis un ancien de Renault. Je fais maintenant de la recherche à l'école polytechnique sur l'électrification de l'automobile. Et je voulais revenir sur la question initiale, en fait, qui est celle du prix. Donc, effectivement, le véhicule électrique est cher, mais le véhicule thermique est déjà très cher aujourd'hui. Hein, on voit bien que le vente de véhicules neufs diminue en Europe de l'Ouest, mais c'est aussi vrai en Europe centrale et en Europe occidentale. Et donc, finalement, baisser le prix de la voiture, c'est un objectif majeur. Donc, qu'est-ce qui est fait pour avoir des véhicules qui soient beaucoup plus accessibles? Alors, je vais répondre très simplement. Hein. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir à des petits véhicules dont vous savez très bien que si on a assisté ces dernières années, enfin ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, à une prise de poids assez considérable des voitures. On le sait tous. Qui est d'ailleurs due à différents facteurs, des facteurs réglementaires sur la sécurité, la dépollution, l'amélioration des performances, qui est dû aussi à des évolutions stylistiques, à des demandes clients, etc. Donc il faut revenir à un certain nombre de fondamentaux et avoir des véhicules qui soient plus petits. Et je pense que le véhicule électrique, quelque part, doit nous amener à repenser nos véritables besoins en termes de mobilité. A-t-on réellement besoin d'avoir un véhicule avec 90 kWh de batterie? Une batterie, pour vous donner un ordre d'idée, une batterie de 50 à 60 kWh, c'est 400 kg. C'est 400 kg. C'est 400 kg de masse qu'on embarque dans une voiture. Alors peut-être qu'à l'avenir, ça sera 300 kg, mais ça restera toujours considérable. Donc, faut-il aller vers une course permanente vers le 100 kWh, 150 kWh embarqué dans un véhicule, ou faut-il revenir à des chiffres un peu plus rationnels, hein, des cibles de finalement 300 km d'autonomie, 400 km d'autonomie? Est-ce que ça ne suffit pas pour la vie au quotidien et pour certains usages, quand on en a besoin le week-end, en vacances, effectivement, on va avoir, grâce à Total Énergie en particulier, des bornes de recharge rapide. Il faut de toute façon s'arrêter effectivement toutes les 2 heures et faire la pause toutes les 2 heures. S'arrêter 10-15 minutes au lieu de s'arrêter 5 minutes, ça ne changera pas grand-chose. Donc je pense qu'il va y avoir une révolution aussi sociétale, mais parlez avec les conducteurs de véhicules électriques. Celles et ceux d'entre vous qui ont des véhicules électriques, qui roulent en électrique, le constatent déjà. Il n'y a pas véritablement de barrière d'autonomie. Au quotidien, cette barrière, elle est dans notre tête. Pourquoi les Chinois aujourd'hui ont 30% de part de marché sur le véhicule électrique? Pourquoi? Parce qu'ils sont passés directement du vélo au véhicule électrique. Ils n'ont pas eu le choix. Et donc la mobilité pour eux, la mobilité individuelle, ils la vivent très bien avec un véhicule électrique. Et ils en ont aussi besoin de temps en temps pour aller dans leur fête de fin d'année ou autre dans leur province. Donc je pense qu'on peut très bien vivre sa mobilité avec des véhicules électriques qui soient mieux dimensionnés aux besoins des clients réels, aux besoins réels et non pas aux besoins ressentis, et aux besoins de la société. Et ça va être c'est un travail collectif. Et ce sera le mot de la fin. Ça va donc clore notre rendez-vous sur la décarbonation des transports routiers. Vous avez pu remarquer, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, les échanges ont été extrêmement intéressants, très riches, très denses, beaucoup d'informations.
Et je tenais pour cela donc à remercier à nouveau nos panélistes. Je vous propose de les applaudir une dernière fois. Ce qu'on peut constater, je vais me permettre ce dernier jeu de mots peut-être, c'est que la transition dans le domaine du transport routier est bien en route. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à tous pour avoir participé aussi à l'animation donc de ce rendez-vous. Merci pour vos questions. Je tenais à vous, à vous annoncer que dans 6 mois, on va se retrouver pour un nouveau rendez-vous IFPEN. On vous annoncera prochainement la thématique qui sera discutée à ce moment-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore merci pour être venus. Merci aussi à ceux qui sont en ligne, bien sûr.